Bonjour à tous, rebonjour. Je vais donc vous présenter ce travail qu'on a mené avec tout le conseil scientifique de DREP Afrique. Et Dapa Diallo interviendra en fin de propos. Et je tiens à remercier d'emblée Gladys Kelly-Keza, qui est interne en santé publique en Égypte, de m'avoir aidé à compiler tous ces résultats. Alors, le constat, quel est-il? On n'a pas de données sur l'accès aux traitements et aux examens paracliniques nécessaires à la bonne prise en charge des patients en Afrique. Il y a probablement des différences d'accessibilité, du coût, selon les médicaments, selon les pays. Et pourtant, ces données sont nécessaires pour prioriser les besoins pour nos patients, mais également prioriser les messages de formation, car ça ne sert pas à grand-chose de dire qu'il faut faire tel ou tel examen ou tel traitement si ces traitements ne sont pas du tout disponibles dans les pays africains. Et ces résultats, ces données sont importants pour orienter les politiques publiques. Donc, l'objectif du conseil scientifique de DREP Afrique, ça a été d'obtenir des données chiffrées sur les coûts et la disponibilité des traitements et d'examens complémentaires pour le suivi des patients drépanocytaires en Afrique subsaharienne. Et je vous présenterai beaucoup de résultats, surtout sur l'hydroxyurée, car on a beaucoup de résultats qu'on ne peut pas présenter ici en 15 minutes. L'autre objectif était de voir quelles étaient les variabilités entre pays africains d'Afrique francophone et selon l'expertise des centres de prise en charge. Alors, comment avons-nous procédé? Nous avons, le 24 mars 2023, lancé une enquête en ligne dans les pays d'Afrique francophone via notre mailing list de l'ONG DREPAFRIque, qui comprend 1080 mails qu'on a envoyés à des soignants, médecins, pharmaciens et infirmières. Les résultats, on les a compilés pour l'Afrique subsaharienne. On a exclu le Maghreb parce que les systèmes de prise en charge ne sont pas tout à fait les mêmes. Et bien sûr, ceux qui ont participé étaient consentants. Nous avons eu 11% de réponses aux mails qu'on a envoyés. Ça fait 117 répondants répartis sur 13 pays d'Afrique francophone subsaharienne, avec un niveau de répondants qui augmente en fonction de la couleur que vous voyez sur ce graphique. Et on a eu quand même 4 pays avec plus de 10 répondants. C'est notamment le Congo RDC qui avait 24 répondants. Le Congo RDC est le pays francophone avec le plus de patients drépanocytaires au monde, avec le Nigeria. Donc, c'est logique aussi qu'on ait le plus de médecins répondant dans ce pays. Ce sont essentiellement des médecins qui ont répondu, 91%, et 6 pays n'étaient pas représentés dans les pays francophones. Nos médecins étaient essentiellement des médecins d'hôpitaux publics, soit universitaires, soit non universitaires, mais on a aussi une représentation dans les hôpitaux privés et une certaine majorité de centres de référence, mais pas que. Anvers, c'est les non-centres de référence. Vous avez ici le nombre de patients cumulés déclarés par chacun des répondants. Donc, à la fin, c'est les chiffres en bleu. Vous voyez que 109 répondants qui ont donné les chiffres de leur cohorte suivaient 91 000 patients, ce qui fait à peu près 800 par répondant, on va dire par centre, parce que chaque répondant répondait pour son centre. Et il est à noter qu'un tiers des répondants suivaient plus de 1000 patients. Donc, je pense que les résultats sont assez intéressants. C'est vraiment des centres qui connaissent bien cette problématique de la drépanocytose. Ces centres suivent des patients, donc les patients sont homozygotes à 70%, 73 exactement. C'est à peu près la même proportion qu'on a dans nos cohortes en France et aux États-Unis. Mais vous voyez sur ce graphique que le pourcentage de patients homozygotes est très variable finalement selon les pays. Et on l'a vu tout à l'heure, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso sont connus pour avoir pas mal de patients drépanocytaires qui sont de notre génotype, qui sont SC et non pas homozygotes, alors que le Congo RDC cumule ici 98% de patients homozygotes, et on sait qu'il y a peu de patients SC dans ce pays. Premier enseignement sur la disponibilité de l'hydroxyurée. Alors, vous verrez plusieurs fois ces graphiques. On posait la question entre 0 à 10. 0, c'est non disponible. 10, c'est pas de problème de disponibilité. Et chaque répondant devait donner une note. Eh bien, la médiane de disponibilité pour l'hydroxyurée est médiocre à 5 sur 10. Et on voit qu'elle est très variable, très différente de celle de l'acide folique, notre élément essentiel, médicament essentiel de la drépanocytose, où là, il n'y a pas de problème de disponibilité.
Elle est différente aussi de la pénicilline V, qui est l'uracilline, qui est nécessaire dès l'âge de 2 mois chez les bébés drépanocytaires jusqu'à 5 à 10 ans, dit-on. Et c'est très important parce que ça réduit la mortalité par infection en pédiatrie. Eh bien, la médiane de disponibilité est à 8 sur 10, avec quand même quelques disparités, avec quelques répondants qui ont quand même, à gauche de l'écran, des difficultés à avoir ce médicament. Pour la morphine, on était moins surpris avec une disparité importante en fonction des répondants, avec une médiane à 5 sur 10. L'autre question qu'on a posée, c'est est-ce que vous avez des ruptures fréquentes d'approvisionnement de ces médicaments? Et bien pour l'hydroxyurée, c'est près de 80% des répondants qui disent qu'il y a des ruptures, 66% pour la morphine, et c'est très différent pour l'acide folique où il n'y a pas de problème de disponibilité. Un bémol quand même sur la pénicilline où quand même 45% des répondants disent qu'il y a des ruptures fréquentes de pénicilline dans leur pays, alors même que la disponibilité du médicament est relativement correcte. Alors, je vous avais promis un focus sur l'hydroxyurée. Nous avons établi ce graphe qui montre la disponibilité, toujours 10, c'est pas de problème, et 0, c'est pas disponible, selon les pays où on avait plus de 5 répondants. C'est la moyenne que nous avons représentée ici. Et on voit que le Togo n'a pas trop de problèmes de disponibilité, alors que la Guinée est en queue de peloton. On a demandé aussi combien de patients homozygotes étaient traités dans leur cohorte. On est à 21% de patients traités sur des cohortes plutôt de centres de référence, comme on l'a vu. Et il y a des différences très importantes selon les pays. Vous les voyez ici, avec en premier le Congo RDC qui traite 37% actuellement de ces patients drépanocytaires homozygotes. Et vous savez que les patients homozygotes, particulièrement les enfants, les sociétés américaines et françaises recommandent de traiter pratiquement tous les patients homozygotes SS. Donc, on devrait être à 90 ou près de 100%, alors qu'on est, vous le voyez ici, en moyenne à 21%. La posologie que nos collègues utilisent en moyenne sur la cohorte est de 20 mg par kilo par jour. C'est peu différent, cette moyenne d'utilisation entre pays, et c'est la moyenne recommandée, puisqu'en général, comme vous le verrez sur le topo de Léon Chilolo et François Lyonnais, on commence à 15 mg et on essaie d'augmenter tout progressivement. Donc, c'est les données classiques de posologie qui sont accordées pour l'hydroxyurée. Quand on regarde par pays, les ruptures d'hydroxyurée sont très fréquentes, y compris au Togo, alors même que la disponibilité est correcte. Il y a des ruptures fréquentes de ce médicament, et on sait que quand on l'arrête ne serait-ce qu'une semaine ou 15 jours, ce médicament, eh bien, malheureusement, les crises peuvent reprendre et on prend des risques à l'arrêter trop longtemps. Où trouve-t-on l'hydroxyurée en Afrique francophone? Essentiellement dans les pharmacies privées, comme vous le voyez sur ce camembert. Quel est le coût de l'hydroxyurée? Ça, c'est une grande question que tout le monde se pose. Eh bien, on a enfin des données chiffrées. La médiane en francs CFA est de près de 14 000 francs CFA pour un mois de traitement chez un enfant de 30 kilos. C'est à peu près un drépanocytaire de 10 ans, si je ne dis pas des bêtises. Et en euros, ça fait à peu près 21 € par mois en médiane. 5% des répondants disaient que l'hydroxyurée pouvait être gratuit dans leur centre, parfois avec des aides d'ONG. Et on voit que l'hydroxyurée, le prix est variable par pays, mais il y a tout un tas de pays où on est autour de 10 000 francs CFA. Et malheureusement, pour la Guinée et le Congo RDC, on est à 3 fois plus, autour de 30 000. Donc, des prix qui varient entre 1 et 3 facilement. Autre élément intéressant, le prix semble varier entre pharmacie privée ou hôpital public. Ceci dit, ce n'est pas significatif quand on a fait les tests nécessaires. On quitte l'hydroxyurée. Je voudrais vous parler un mot des vaccins. Vous savez que les vaccins sont vraiment très importants dès le plus jeune âge pour diminuer le risque infectieux, notamment en germes encapsulés, particulièrement le pneumocoque. Vous voyez toujours de gauche à droite, c'est du moins disponible au plus disponible. Eh bien, on a été assez surpris. L'accessibilité aux vaccins est assez mauvaise. Si on prend le pneumocoque, on a une médiane à 3 sur 10. La grippe, c'est vraiment très mauvais. Donc, si on se focalise sur le pneumocoque, il y a aussi là aussi des différences entre pays, avec toujours la Guinée, malheureusement, qui a un accès très faible à ces vaccins contre le pneumocoque. Le Togo, c'est beaucoup mieux.
Quel est le coût? Ce n'est pas un coût qui est négligeable, hein. En médiane, 22 000 francs CFA pour le vaccin anti-pneumocoque, ce qui fait 34 €. Gratuité que pour 11% des répondants et un prix qui varie de 1 à 3. Et encore une fois, on trouve le Congo RDC dans des prix les plus chers du vaccin anti-pneumocoque, alors que c'est le pays d'Afrique francophone qui a le plus de patients et où on a eu ici le plus de répondants. Il y a quelques ruptures qui sont variables par pays, mais beaucoup moins que pour l'hydroxyurée ou l'uracyline. Un mot sur les transfusions. On avait posé la question de l'accessibilité au sang total culoglobulaire et culoglobulaire phénotypé. En France, aux États-Unis, dans les pays du Nord, on ne transfuse plus que des culoglobulaires phénotypés, ça veut dire ABO rhesus quel. Et vous voyez que les culots de base, qu'on estime de base en pays industrialisés, eh bien, vous n'avez qu'une médiane de 1 sur 10 de disponibilité. Donc, vous imaginez bien que l'étape d'après, c'est la compatibilité à d'éventuels anticorps et la disponibilité des RAI, des anticorps antiglobules rouges, qu'on doit normalement faire avant toute transfusion. Eh bien, elle est très mauvaise, 3 sur 10. En plus, c'est essentiellement dans des laboratoires privés. Donc, ça veut dire que la majorité de nos répondants travaillent dans les hôpitaux publics. Ça veut dire qu'ils envoient dans les hôpitaux privés alors que on a besoin de ces résultats en urgence en général. Donc, probablement, les culots sont mal phénotypés et pas compatibilisés par déficit de réalisation des RAI, même s'il y a quelques centres où ils arrivent à les faire. La disponibilité de culots globulaires simples, ABO Rhesus, mais sans lequel, eh bien, elle est différente suivant pays, avec encore le Togo qui est en première place, qui a dû développer des actions en faveur particulière en faveur de la drépanocytose, parce qu'on les retrouve toujours en première place, et en dernière place, la Guinée et le Cameroun sur l'accessibilité à ces culots globulaires. Le prix des culots, dans 41%, il est gratuit, mais ça veut dire quand même que dans 60%, il ne l'est pas. Et en médiane, une poche, c'est 5 000 francs CFA, 5 300, ce qui fait 8 €, avec des grosses différences, là encore, entre pays. Et malheureusement, on retrouve encore le Congo RDC avec des prix importants. Et le Cameroun, qui a déjà des problèmes de disponibilité, a aussi des problèmes de prix. C'est peut-être lié. Je dirais qu'un mot des examens de suivi, mais on a enregistré beaucoup d'examens de suivi classiques dont on a besoin dans la drépanocytose, qu'ils soient biologiques ou d'imagerie. Et je fais juste un focus sur le Doppler transcrânien avec ce graphique qui montre que la disponibilité est très mauvaise, 2 sur 10 sur la disponibilité. Et je vous le compare à l'échographie cardiaque, dont la disponibilité est beaucoup plus facile, mais cependant, le Doppler transcrânien est beaucoup plus essentiel dans la prise en charge des patients drépanocytaires, puisqu'il faut le débuter dès l'âge de 2 ans et le réaliser à peu près tous les ans pour dépister des accélérations qui sont des signes d'accident vasculaire cérébral. Et on peut prévenir ça par des transfusions, mais malheureusement, vous voyez que le Doppler transcrânien, c'est très difficile à réaliser. Merci Jean-Benoît. Que dire de ces résultats? Moi, je pense que ce travail laisse apparaître une problématique majeure, qui est celle de l'insuffisance d'accès aux moyens pour une prise en charge efficace de la drépanocytose en Afrique. Il s'agit notamment des médicaments essentiels comme l'hydroxyurée et la pénicilline V, qui ont permis d'améliorer très significativement la survie des drépanocytaires depuis les années 1980-90. Il s'agit aussi du Doppler transcrânien, un examen qui a permis de bâtir des programmes de prévention efficaces d'une complication redoutable qui est l'accident vasculaire cérébral. La transfusion sanguine est une thérapeutique qui sauve sans doute. Mais comment décider de cette thérapeutique sans se poser 1000 questions devant deux constats majeurs que sont, selon cette étude, l'insuffisance d'accès au concentré de globules rouges phénotypés et l'insuffisance d'accès à la recherche d'agglutinine irrégulière. Ce constat pose naturellement la question de leviers nécessaires pour améliorer cette situation. Alors, les leviers nécessaires pour gérer efficacement cette problématique, selon moi, sont au nombre de 3.
Le premier, c'est l'engagement des praticiens et leur capacité d'innovation. Si le Doppler transcrânien est fait quelque part par les radiologues seulement, à Montcollet, par exemple, le Doppler est fait par les infirmiers et l'interprétation par les médecins. Au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose de Bamako, le Doppler est fait admirablement bien par un généraliste. La deuxième, c'est l'engagement des politiques et des décideurs en santé. Il est en effet temps que les plans stratégiques de lutte contre la drépanocytose soient conduits avec efficacité, à défaut de programmes que l'OMS même n'accepte pas d'ailleurs. Enfin, le troisième levier, c'est l'engagement des organismes de financement de la santé, mais surtout et surtout, la réorientation de leur politique de financement. Ces organismes doivent, à mon avis, sortir des systèmes de programmes verticaux et penser plutôt à des programmes transversaux de financement. Il me semble que la question de la drépanocytose peut tout à fait être prise en charge, en effet, dans les approches verticales avec les programmes existants, programmes de lutte contre le paludisme, programmes de lutte contre le VIH-Sida, tuberculose et j'en passe, programmes de santé de la mère et de l'enfant, et bien d'autres. Alors, pour conclure, je dirais que cette étude est une première qui doit être approfondie et affinée dans les résultats et mise à la disposition des praticiens et des décideurs en santé pour réorienter les politiques et les pratiques de prise en charge de la drépanocytose. C'est la question qui a été posée d'ailleurs dans le contexte. C'est le lieu de saluer le Conseil scientifique de DrépAfrique pour l'initiative. Et au nom de ce conseil, je voudrais remercier ici tous les collègues de tous les pays ici représentés sur cette plaque qui ont bien voulu participer au recueil des données. Je vous remercie de votre attention.